Salut à tous, je viens tout juste de terminer d'enregistrer le podcast avec Jean-François Caron. Jean-François est un homme fort. En fait, il est le troisième homme le plus fort au monde. Il est arrivé 9 fois premier homme fort au Canada. C'est une vraie machine. Son parcours est inspirant, sa motivation est incroyable. Et je prends aussi le temps de vous parler de Larry Design, qui est une amie à moi que j'aime beaucoup, qui a fait tout le branding du podcast, donc tous les logos, tous les thumbnails. Elle a tout fait. J'adore ce qu'elle fait. Elle est hyper talentueuse. Allez voir ce qu'elle fait. Larry Design, ça vaut vraiment la peine. Et de retour à Jeff, le surhumain. Bienvenue à Voilà le podcast. Fait que Jeff, merci d'être là. Je suis super plaisir. Est-ce que tu reviens d'une compétition? Parce qu'on a du mal à se booker un rendez-vous. On s'est booké en 2 semaines de voyage. T'étais-tu non, ben c'est parce qu'il y avait des possibilités que j'aille faire un show au Brésil, mais je ne suis pas allé. Puis j'étais en préparation d'une compétition, mais ils nous ont annoncé ce matin pour le World Ultimate Strongman Bahreïn, qui était supposé être le 27, va être reporté de 2 semaines vers la mi-mars. Fait que c'est ça. OK. 2 semaines, c'est pas si... Ça me donne 2 semaines d'entraînement supplémentaire. Là. On va prendre ça du bord positif. Prends-le de même. Mais quand tu voyages comme ça, là, j'ai vu que tu as fait des compétitions en Afrique, tu as fait des 16 heures de vol, des trucs de fou. Moi, des fois, je dors 5 heures. Là. Puis je me dis, workout aujourd'hui, je suis pas sûr. Là, je me dis, quand tu fais 20 heures de vol, comment que tu mets ton mindset en mode je fais une compétition? Ouais. Il y a des trucs. Il y a des trucs, quand tu fais des longs vols. Tu sais, les plus longs vols qu'on fait, là, c'est à tous les ans, on a Arnold Australie. Fait que t'as un Los Angeles, Melbourne de 16 heures. Puis, quand tu fais Arnold Afrique, ou tu vas en Afrique, peu importe, ben là, tu as un genre de New York, Johannesburg de 15h30. Là. Uh-huh. Dans ces longs vols-là, c'est un pilote d'avion qui m'a donné ces trucs-là, il faut que tu boives énormément d'eau. Parce que pourquoi que les gens sont très fatigués dans des longs voyages? OK, c'est fatigant, puis on s'entend que je ne dors pas extra bien dans un avion, là, mais c'est que le monde se déshydrate beaucoup parce que l'air est extra sec dans l'avion. Okay. Mais quand tu bois beaucoup d'eau, c'est pas mal moins pire. Mais tu t'habitues aussi avec ça. Je me rappelle les premières fois que tu voyages, il y a du stress avec ça, puis tu embarques dans l'avion et tu as déjà hâte d'arriver. Mais clair. Au fil des ans, tu apprends à relaxer, puis prendre ça beaucoup plus mollo, puis je pense que ça se fait mieux, mais je vais être franc avec toi, les affaires de jet lag, tout ça, ça m'a rarement affecté, vraiment très rarement. Fait que je peux me compter chanceux à ce niveau-là, puis mais regarde, t'as pas le choix, là. Quand la compé commence, là, laisse faire le jet lag, là, puis tu peux le temps d'être fatigué. Non, c'est clair. Puis au niveau de la nourriture, toi qui manges énormément, t'amènes pas 4 livres de viande dans l'avion certain? Là? Non, ça, c'est plus un problème, mais ces longs voyages-là vont affecter le body weight, c'est officiel. C'est dans des longs voyages, c'est des longues compétitions également. On s'entend que pendant les journées de compétition, tu ne peux pas manger 7000 comme quand tu es à la maison ou à l'entraînement. Ben non, c'est ça, exact. Fait qu'on va souvent perdre 20-25 livres là, dans ces voyages-là. C'est pour ça que je dis beaucoup, tu sais, s'entraîner, prendre du poids, s'améliorer, c'est facile quand tu fais juste t'entraîner. Mais quand tu compétitionnes tout le temps, c'est un autre paire de manches. Ah, toi, tu compétitionnes énormément. Là. J'ai vu toute ta liste de compétitions. Je suis comme, OK, il compétitionne. Il voyage tellement à travers le monde pour des compétitions que ça doit l'affecter d'une manière ou d'une autre. Mais si tu n'as pas fait d'effet encore, c'est un crise de bon signe. Oui, mais pour s'améliorer, tu vois, cette année, j'ai été à mon meilleur au World Strongest Man à Shot Classic. Ouais. J'ai été 8 mois sans compétitionner. Parce qu'on n'avait pas, c'est pas compliqué. C'est ça qui a fait la différence. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui faisait facilement de 20 à 25 compétitions par saison. Avec les festivals, tout que tu faisais aussi d'homme fort. Oui, c'est ça. Fait que je pense que ça a beaucoup aidé. OK, je comprends. On va en parler de ta 3e place. J'ai bien hâte. Congrats pour 100%, c'est fou raide. Je sais que tu as fait 4e, 5e, puis là, tu viens d'arriver 3e enfin. C'est vraiment nice. Grosso modo, pour les gens qui te connaissent, on sait que tu es quelqu'un qui vient du village des hauteurs, que tu as fait des études en agriculture, dans le domaine agricole. Explique un petit peu la situation. Qu'est-ce qui se passe à Montjoly, à Munery? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te lances pour être un homme fort? Ben, ce qui s'est passé quand je travaillais à Munery, c'était après mes études, finalement. Quand je suis sorti de l'ITA, j'ai commencé à travailler là
dans le jour, finalement, comme stagiaire, si on veut. Là. Puis je travaillais sur la ferme parce que j'habitais encore à la maison familiale. Il y a des gars qui s'entraînaient, puis ils s'avaient fait fabriquer des affaires d'hommes forts, puis ils se servaient de l'entrepôt de la meunerie pour s'entraîner le soir. Puis à un moment donné, ils m'ont demandé, parce que moi, dans le fond, je travaillais à la meunerie, puis je faisais de la livraison. Dans le fond, je transportais des poches de moulin à journée longue, finalement. C'est ça que je faisais. Ouais, puis là, ils voyaient que j'avais une bonne capacité. Ils m'ont dit, hey Jeff, viens non, essayer ça, ces affaires-là. Genre, la première affaire que j'ai essayé, c'était de flipper le tire. J'ai flippé le tire. Après ça, ils disent, regarde, on va faire les marches fermiers. Essayer les marches fermiers. C'était pas super lourd, là, mais genre 220 livres par main. Fait que je suis parti avec ça. Puis je marche avec ça. Après ça, veux-tu essayer d'élever une pierre d'Atlas? J'ai levé une pierre d'Atlas. On dit que c'était pas si pire. Ils disent, autres, on s'entraîne. Ils disent, pour le championnat provincial. Ça va être ici dans une couple de semaines. À Montjoli, c'est un addon, finalement. Il dit, Rim, tu devrais essayer ça, t'as compris? Wow, pourquoi pas? Je suis quelqu'un, j'ai fait beaucoup de compétitions dans ma vie. J'ai fait de la course en ski longtemps. Je joue au hockey comme tout le monde. Là, puis, j'ai fait même des compétitions au niveau scolaire, si on veut. Puis, j'ai dit, OK, je vais y aller pour le fun. La pire affaire qui va arriver, c'est que ça ira mal. Là, ça, je te dis. Mais finalement, j'ai super bien performé. Puis, j'ai surpris beaucoup de monde parce que personne ne me connaissait. Puis j'ai battu presque tous les gars, justement, qui s'entraînent à meunerie. C'est ça qui s'est passé. Fait que là, j'ai dit, ouais, si je suis capable de performer comme ça sans entraînement, j'aurais peut-être essayé. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner avec les gars après le travail. Puis, c'est devenu ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est comme ça que ça a commencé. Ça t'a passé de genre 220 livres à 350. En 17 ans. À 17 ans, oui, en 17 ans. Parce que 2,20 à 2,70, je te dirais, ça a été vite. Wow. Premièrement, tu apprends avec l'entraînement que il faut que tu manges. Parce que moi, avant, je mangeais 3 repas comme tout le monde. Fait que là, tu apprends à manger. Fait que là, le poids monte quand même bien. Aller à 270, là, je te dirais, ça a pris peut-être 2 ans. Là. Puis là, je t'ai rendu à 270, 275 livres. Oh, là j'ai pogné un nœud. Là, j'ai appris qu'il fallait que tu travailles fort pour monter ces livres-là. J'avais une génétique plutôt ectomorphe, dans le fond. Quelqu'un d'assez lean, de la misère à prendre du poids. Fait que j'ai travaillé fort pour monter cette masse musculaire-là au fil des ans, puis la discipline embarquée par là-dessus. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à gruger là, des 5 livres par année de gains, puis d'en venir à peser 347 livres à matin. Wow! Mais depuis ce temps-là, tu as été 9 fois l'homme le plus fort du Canada. Tu es arrivé 3e, comme on l'a dit tantôt, cette année au World's Strongest Man. Tu as fait plein de podiums pour la Strongman Champion League. Tu as battu le record mondial d'un tire que tu flippes de 1350 livres. Tu l'as flippé 4 fois. Ouais. J'ai vu la vidéo, j'étais des frissons, mon chum, je capotais. Puis, je suis tombé sur une autre vidéo, ce que tu bats un autre record, c'est, corrige-moi si je me trompe, là, tu flippes une Volkswagen. Ouais, un char, ça aussi, c'est un record Guinness. Dans le fond, j'ai 3 records Guinness. J'ai le pneu, j'ai la bascule d'auto, finalement. Ouais, c'est ça, lui, je l'ai fait dans un show de record Guinness. Il m'avait invité pour faire ce record-là. Mais ce show-là, il était en Chine. Oui, c'était en Chine. Là, j'ai vu la vidéo, parce que tout le monde crie en mandarin, puis ça a l'air super fou comme événement. Est-ce que ces gens-là qui crient te stressent plus que te motivent? Non. De toute façon, il n'y a pas grand stress à avoir là. C'est juste un show de record. C'est pas mal moins stressant. C'est juste un record Guinness, JF, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je savais que j'allais être capable de le faire. C'est quoi l'autre record que tu as? L'autre record, c'est le Hummer Tire Deadlift que j'ai battu à Achat Classique au mois de décembre. Le soulevé des pneus de Hummer est inscrit dans le livre des records, étant donné que c'était une épreuve qu'il y avait tous les ans dans le passé au Arnold Classic. Ouais. Jusqu'en 2014, finalement. Il est inscrit, fait que en battant ce record-là, ça m'a donné également le record Guinness à 1202 livres. OK, cool. Des fois, moi, je suis coach, je suis entraîneur, puis j'ai mon gym, puis des fois, mes clients, me regardent, puis ils disent « Mike, il est fort, mais eux n'ont aucune idée que, oui, je suis théoriquement fort, mais qu'il y a des gens comme toi qui sont des super humains, là. Ouais. Ben, je pense que les compétitions d'hommes forts, étant donné qu'on utilise des objets différents, ça permet peut-être aux gens qui ne connaissent pas l'entraînement du tout, justement, à visualiser la force que les gars peuvent avoir. Ouais. Parce que pour la majorité des gens, je te dirais, hey, moi, je fais 800 livres au squat, ça veut rien dire.
C'est une barre. Ils n'ont aucune espèce d'idée c'est quoi. Mais quand ils nous voient soulever une pierre, soulever une voiture, c'est vrai. Tu comprends? C'est plus facile aux gens de comprendre. Oh, tabarouette, le gars, il vient de lever un char, là. T'as peu. Ouais. Tu comprends? Ils savent que c'est pesant. Mais pour le commun des mortels, finalement, une barre avec des plates dessus, ça impressionne personne. C'est ce que je veux dire. Non, je pense que tu mets en image ce que tu lèves, fait que forcément, ça donne une idée de. C'est ça. Et je te dirais que ça a beaucoup changé parce que l'entraînement est beaucoup plus populaire, si on veut, depuis quelques années. Je pense qu'il y a beaucoup de CrossFit qui a apporté ça. Oui. Fait que ça a amené beaucoup de gens vers l'entraînement de performance, on s'entend, avec le CrossFit. Fait que les gens connaissent plus les poids, vont avoir des bases d'haltérophilie, vont savoir c'est quoi 200 livres, 300 livres. Fait que c'est plus facile. Puis je pense que c'est grâce à ces sports-là que les hommes forts sont devenus également plus populaires. Oui, c'est pas fou. Mais même mes clients, des fois, ils me le disent, combien je lève. Tu sais, je donne beaucoup de knowledge puis de stats à mes clients pour qu'ils comprennent leurs gains, puis qu'ils comprennent que on peut être tellement fort. Si quelqu'un est entraîneur, entraîne son client, puis il met 10 livres de plus à chaque semaine, puis il ne dit pas, le client, lui, il n'aime pas il n'y a aucune idée de ce qui se passe là. Mais quand tu vois en papier, tu as doublé, triplé, tu es comme OK, je faisais ça avant. Fait que ça fait une grosse différence d'avoir des stats puis de voir quelqu'un comme toi. Puis si le gars, il sait, OK, moi, je deadlift 200, Jeff Caron, 1100, ouais, là, c'est sûr que là, à ce niveau-là, il y a encore du chemin. Je pense que ça peut être aussi motivant. Oui, c'est ça, mais en amenant les gens plus vers l'entraînement de performance, si on veut, ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est l'aspect mesurable de l'entraînement. Fait que juste au lieu de focusser sur ta shape, parce qu'on s'entend que modifier une shape, là, c'est long. Puis ça peut paraître très, très démotivant parce que tu le vois que ça va prendre une éternité. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Là. Non, c'est ça. Mais ce qui est le fun avec les sports, justement, comme soit le powerlifting ou le CrossFit, il y a des gens débutants qui vont commencer avec le CrossFit. Ben, le fait d'augmenter leur poids, ça prouve qu'il y a une amélioration. Ça va les motiver à continuer à s'entraîner, tu comprends? Fait que c'est ce que j'aime de ce type d'entraînement-là, puis on le voit, il y a beaucoup plus de gens que dans le passé qui s'entraînent. Puis ça attire une autre clientèle également. Tant mieux, il faut que les gens s'entraînent. C'est pas normal que quelqu'un qui est en pleine santé, qui a les capacités de s'entraîner, court pas, saute pas, pousse pas des poids. Je veux dire, c'est la base de la vie. L'être humain est fait pour ça. On a tellement de capacités. Oui. Puis c'est le fun de mesurer ça. Puis ce qu'il faut que les gens retiennent de ça, c'est de dépasser tes limites. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui va te motiver. C'est ça qui va te discipliner également, puis qui va t'amener à être meilleur, puis peut-être à venir un jour à un niveau compétitif, si on veut. Mais même si ça ne le devient pas, c'est pas grave. Ces gens-là vont prendre plaisir. Puis l'aspect plaisir est très, très important. Parce que quand c'est le fun, ça ne prend pas une grosse motivation pour y aller au gym. Ben non, c'est clair. Tu comprends? Fait que c'est ce que j'essaie de faire parce que moi, je suis propriétaire d'un gym. C'est beaucoup ce qu'on a fait avec notre mentalité, avec les gens, parce que c'est un gym standard qu'on a. Oui, il y a des facilités pour le powerlifting, la force, ces choses-là, mais on a appris aux gens aussi à se surpasser. T'sais, vous êtes capable, arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable. Puis quand tu vois du monde tout le temps lever des poids autour de toi, inconsciemment, il y en a beaucoup qui me l'ont dit dans les premières années, des messieurs qui s'entraînaient au gym depuis longtemps. Il dit, Colin, inconsciemment, vu que tout le monde force, je mets plus de poids, je suis rendu plus fort. Ah oui, c'est sûr, ça motive. C'est motivant. Admettons qu'il était dans mon gym, il y a des fortes chances que je pousse, comme je n'ai jamais poussé. D'avoir quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui est meilleur que moi, qui peut m'apprendre des trucs, ça vient me chercher, puis j'ai goût de tout arrêter. Oui, puis c'est pas juste d'avoir quelqu'un de plus fort. L'important, là, c'est de donner son 100%. Admettons, moi, là, je suis beaucoup plus fort que toi. Mais si je vais m'entraîner avec toi, puis toi, là, tu y vas, là, le pied dans le tank, je peux pas rester là à me pogner le bang, tu comprends? Non, c'est clair. Regarde, moi, tout, je vais me donner. C'est ça qui est important, c'est l'effort. Puis, l'entraînement, c'est si beau, man. C'est beau. J'ai beaucoup de respect pour les gens là, qui ont du cœur et qui mettent beaucoup d'efforts. Tu sais, le résultat au bout est plus ou moins important. Mais, le gars, il sort de là ou la fille, avec l'impression qu'il a donné son 100% aujourd'hui, c'est sûr qu'il est satisfait. C'est impossible qu'il soit démotivé. Non, c'est clair que non. Mais là, tu parles de ton gym, justement. Quand ça se passe, la vie d'entrepreneur, là, ton gym, le Santé Extrême, qui est à Québec, c'est ça? Oui, je suis au Lac-Saint-Charles, un petit peu au nord de la ville. Ouais, là, c'est sûr que là, ça va faire un 4 mois en ligne qu'on est fermé. Non, mais j'ai espérance que ça ouvre bientôt. Je vais me compter chanceux. C'est quand même un petit centre d'entraînement. Mes affaires sont payées depuis longtemps.
Mais c'est sûr, c'est pas une situation idéale, mais je te dirais qu'il y a des entrepreneurs dans le même domaine qui sont beaucoup plus dans le pétrin que moi. Non, c'est sûr. Mais en tant que gestionnaire, mettons, parce que tu es un athlète, mais là, si tu as un gym, forcément, tu as un petit côté entrepreneurial. Ouais. Tu aimes ça, gérer les paperasses, le gym, les employés, comment ça se passe? Oui, ça va bien, mais de mon côté, personnellement, mes plus grosses pertes financières ne seront pas au niveau du gym, vont beaucoup être plus du côté de l'événementiel parce que je suis aussi propriétaire du circuit des hommes forts. Fait que toutes les compétitions, vous voyez, les compétitions d'hommes forts professionnelles canadiennes dans les différents festivals au Québec et au Canada, là, on en a partout. Ouais. Ben là, c'est sur pause depuis l'an passé, on s'entend, puis on avait beaucoup de contrats. Là. Mais tu sais, là, en fait, vu que le gym est fermé, tu n'as pas de compétition, tu n'as pas de festival, tu n'as pas d'entrée d'argent. Puis, si je ne me trompe pas, la compétition du World's Strongest Man a été reportée en novembre. Puis, comme tu as dit tantôt, tu as passé 8 mois à t'entraîner. Tu aurais pu te trouver un autre boulot, tu aurais pu ne pas payer tes économies. Tu t'es dit, fuck it, j'y vais all-in dans l'entraînement. C'est ça. C'était quand même risqué. Qu'est-ce qui t'a fait aller là? Qu'est-ce qui t'a donné le courage de dire fuck it, j'y vais, je paye une économie, puis je suis sûr que je vais gagner? C'était une décision dure à prendre. J'y ai pensé. Ouais. J'y ai pensé, mais j'ai dit, garde, premièrement, Brian m'avait confirmé qu'elle allait faire sa compétition en décembre. OK. Ça, c'était sûr qu'elle faisait. Après ça, aux alentours de juin, j'ai parlé aux organisateurs du World Strongest Man. Ils ont va tenir la compétition, peu importe. Okay. Fait que ce que je me suis dit, OK, je dis là, j'ai l'occasion de ne pas compétitionner. Ils ont va piger dans le vieux gagné. Ouais. Puis je mets tous mes œufs dans le même panier, let's go. Mais ça aurait pu foirer. Mais je vais être franc, aujourd'hui, je vais te dire c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Ah ouais, mais c'est ça, en plus, tu es arrivé troisième, fait forcément, ça a payé. Il n'y a pas de. Ouais. T'as-tu senti que tu as pu te reposer plus, que tu as pu récupérer davantage? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça a si bien été? J'ai pu m'entraîner davantage. Ah ouais, la différence, premièrement, je me disais, regarde, je le sais que je suis capable de devenir au top de ma forme. Ouais. Si je me blesse pas, là, bien sûr, on oublie ce bout-là. Mais il dit, j'ai pas le choix. Parce que là, tout le monde est dans la même situation. Personne ne va faire de compé. Fait que tout le monde s'entraîne. Fait que t'es mieux d'être en forme parce que les autres vont être bons. Là. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde était à son meilleur. Puis, ce que j'ai fait, c'est que, je te dis, là, c'était la pédale au tapis. Je me suis poussé à l'entraînement comme jamais. J'ai pu augmenter mes charges, justement, comme j'avais jamais eu l'occasion parce que j'ai jamais été interrompu par des compétitions puis des longs voyages. Puis, tu veux pas, tu sors de fois de des compétitions, t'es magané. Là. Ouais. Fait que c'était à 100% dans l'entraînement. C'était train, eat and sleep. À toute la semaine longue, c'était que ça. Mais regarde, moi, je suis bien là-dedans. J'étais un passionné de ça, puis que je voulais vraiment arriver au top de ma forme. J'ai eu 2 excellentes compétitions. Puis, tu sais, pas le World Strongest Man, c'est mon meilleur résultat en carrière. C'est sûr, ça faisait longtemps que je visais un podium. Je suis super satisfait. Mais je dois dire qu'à la Shot Classic, c'était la meilleure compétition que j'ai faite dans ma vie. Wow. Ça, c'était quand? C'était 1 mois plus tard. Ça s'est tenu le 11-12 décembre, si je ne me trompe pas. Puis là, j'ai terminé au 2e rang dans cette compétition-là, derrière Brian Shaw. C'est là que j'ai battu le record au Armour Tire Deadlift. Puis, tu sais, c'était le même line-up qu'au World Strongest Man, pratiquement. C'est pratiquement tous les mêmes gars qui étaient là. J'ai battu le gars qui a gagné le World Strongest Man cette année, Alexei Novikov, qui a fini 3e à cette compétition-là. Fait que ça m'a donné une petite revanche en même temps. Mais ça montre également aux gens que le calibre est extrêmement serré. Puis, les petits détails font la différence à la fin. Mais j'ai performé là comme... tu sais, j'ai fait aucune erreur. Au World Strongest Man, je n'ai fait une. Ça m'a coûté le titre. Mais à Shot Classic, je n'ai pas fait. C'est pas l'erreur. Qu'est-ce qui t'empêchait de... c'est au medley de log. J'ai pas suivi mon plan. J'avais l'intention de faire les 4 premiers logs en one motion. Puis j'ai décidé d'y aller plus safe. Puis en arrêtant le log au chest, le 3e, j'ai complètement fait un blackout. Puis ça me coûtait cher parce qu'il a fallu que je reprenne ce lever-là. Puis le temps que j'ai perdu là, c'est bien de valeur. Là. Mais au niveau que c'est en finale, ça m'a fait descendre au 9e rang à cette épreuve-là. Puis c'est ça qui m'a coûté le titre à la fin. Puis c'est Tom Stoltman a fini 2e à cette compétition-là. Lui aussi a fait une erreur. Il a échappé l'enclume à la première épreuve. Ça lui a coûté le titre aussi. C'est tout le temps extrêmement serré. Novikov, il faut lui donner ça. Chapeau. Il a fait aucune erreur. Il a gagné. Wow. Il a gagné. C'est rendu ça, des compétitions de haut niveau. Tu sais, dans le line-up du top 10,
je te dis qu'il y avait peut-être 6 gars qui avaient le potentiel de gagner avec les épreuves qu'on présentait. Ouais. Mais c'est ça, c'est des petites erreurs, c'est serré. J'ai 3 épreuves dans la finale qui s'est jouée dans les centièmes. La première épreuve, on était 3 gars dans la même seconde. C'est très, très serré. Ça s'est beaucoup resserré le calibre. C'est parce que le calibre a beaucoup monté aussi. Mm-hmm. Mais quand, mettons, tu arrives 9e, justement, là, parce qu'on comprend que pour les gens qui ne connaissent pas, là, à la compétition d'homme fort, tu as plusieurs épreuves. Oui. Si tu arrives 9e, comme c'est arrivé, ton mental, il ne break pas. Tu n'es pas comme « Oh my God, ça y est, tout est fini ». Quand c'est pour rester focus, faire « fuck it », je vais tout péter quand même. Ben là, je savais que je ne pouvais plus gagner, mais il fallait que je me batte pour le podium. Par exemple, mais c'est pas vrai, je vais finir 4e encore. Là, c'est clair. Non, regarde, tu l'oublies tout de suite. De toute façon, là, on ne peut jamais revenir dans le passé. Passe à l'autre. C'est clair. Ça a tout le temps été ma mentalité en compétition, parce que ça arrive, là, des mauvaises épreuves. Là, ça arrive qu'on va s'enfarger, puis ça va moins bien aller. Mais regarde, oublie-la, passe à l'autre. Puis c'est la même chose aussi la compétition en tant que telle. Mm-hmm. Une mauvaise performance en compétition, quand tu compétitionnes souvent, tu l'oublies plus vite. Non, c'est sûr. Passe à l'autre compétition, c'est pas la fin du monde. Ça fait partie de ça, la compétition. Des fois, tu as des échecs, des fois, tu as des super bonnes réussites. Mais quand c'est des compétitions tout le temps avec le top 10 mondial, on s'entend que les gars qui arrivent là, c'est pas des pieds de céleri. Là. Non. Tout le monde peut gagner. Tout le monde peut gagner. Ça dépend des épreuves qui vont être présentées. Puis, il y en a qui ont des forces, des faiblesses, des petites erreurs. C'est très, très mince la différence entre les meilleurs au monde. C'est quoi, mettons, ta pire compétition, celle que tu as le moins performé, que tu étais fâché après toi-même? Tu as fait là, celle-là, je l'ai échappé. Trop d'erreurs. Je te dirais que c'est le World Ultimate Strongman à Dubaï l'an passé. J'ai fini 7e. Oh! Puis, ça avait moins bien été. Premièrement, j'ai manqué le log. J'ai fait un 0 log, ce que je fais jamais. Oh. J'ai manqué ma première rep, puis j'ai défoncé le plancher du stage. Fait que j'ai fait ma deuxième, j'ai mis le pied dans le trou, fait que ça n'a pas full bien été. Mais peu importe. Il aurait pas pu donner une chance au coureur, faire le plancher, je sais pas. Non, mais malheureusement, ça ne marche pas de même. Mais j'avais juste à le tenir, je ne l'aurais pas défoncé. Mais je ne m'attendais pas à ça. Le plancher, man. Ouais, mais c'est des affaires qui peuvent arriver. Mais ça n'a pas été ma meilleure. Puis j'étais pas au meilleur de ma forme. J'avais compétitionné beaucoup dans l'année. Puis là, je sentais vraiment une baisse de régime. Mais c'est ça. Mais regarde, ça va arriver. Mais tu fais, cette année-là, 2019, j'ai fait, je pense, 14 compétitions à l'extérieur du pays. Et à un moment donné, ça finit par rentrer dans le corps. Là. Une par mois, t'imagines? Oui. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui compétitionnent comme ça dans la vie, dans d'autres sports non plus. Ben, on parle de hockey, etc., mais on parle de Jeux olympiques, on parle de... Souvent, c'est comme on en fait très peu, parce que surtout dans l'homme fort, tu vas tellement au bout de tes forces, les blessures, les trucs. Tu es déjà blessé en début d'événement? Oui. Ben, 2019, justement, j'ai déchiré mes 2 ischios. Les deux? Ça a été dur. Là. J'ai été en rémission de blessure toute l'année. Puis ça a été long, je te dirais. J'ai déchiré le premier en janvier. J'ai déchiré l'autre en mars au Arnold Classic. 2 mois plus tard, parce que dans le fond, je compensais pour l'autre bord. Mais je te dirais qu'aller jusqu'à décembre 2020 à l'achat classique, c'était le premier soulevé de terre que j'ai fait sans penser à mes ischios. C'est 2 ans plus tard. C'est quand même long à revenir. Mais oui, il faut compétitionner beaucoup. Puis ça, c'est plate. Mais si tu veux vivre de ton sport, tu n'as pas le choix. Là. OK, il y a des gars qui sont peut-être un petit peu plus chanceux, ils ont des gros revenus qui viennent de commanditaires ou beaucoup des médias sociaux, les gars qui ont des grosses chaînes YouTube, ça paye bien. Mm-hmm. Ils peuvent se permettre de faire seulement quelques compétitions par année, mais pour un athlète qui a besoin de gagner sa croûte en Amérique, ça vaut la peine de le spécifier. Il faut en faire beaucoup pour vivre dans notre sport, parce qu'on s'entend qu'un athlète qui est situé en Europe de l'Est n'a pas la même situation que nous autres. C'est mieux là-bas? Ben non, c'est parce que 10 000 US en Ukraine, c'est pas 10 000 US au Canada, mon ami. J'avoue, mais c'est ça. Ma question face à comment ça fonctionne, quand tu vas compétitionner, tu payes ton avion, ton hôtel. Non, je paye rien. Non, je paye rien. Okay. Moi, j'en reviens tout le temps que de l'argent. Okay. Mais là, je te parle de compétition, que c'est les top 5 qui sont là. Ah, okay. Oui, mais avant, c'était pas de même. Mais là présentement, c'est ça. Nous autres, on est payé pour être déplacés. Tu vas même avoir de l'argent quand même que tu ne ferais pas compétition. Là. Ils payent même des fois, regarde le World Ultimate Strongman, ils te payent même un accompagnateur pour venir avec toi. On est rendu gâtés maintenant, mais là, c'est les top compétitions. Là. Tout ce qui est autour de ça, les gars payent. OK, c'est ça. Fait,
il fut un temps où tu as payé toi-même ton avion. Puis quand ça fonctionne, est-ce que ces gens-là qui ne sont pas dans les top 5, mettons, on dit, là, est-ce qu'ils ont des bonus s'ils font le podium? C'est quoi le... Ça va dépendre de tes commanditaires à toi, mais souvent, les gars qui ne sont pas dans le top 10 n'ont pas ces commanditaires-là. Ouais. Moi, j'ai dit, oui, on a des bonus à la performance. Et souvent, les bonus à la performance payent plus que la bourse comme telle. Oh, wow! Ouais, surtout depuis qu'SBD puis Rogue Fitness ont investi beaucoup d'argent dans le sport des hommes forts, ça a tout changé. Ça a tout changé. Puis les compétitions, la star, c'est le gros luxe, là, les grosses salles de warm-up, puis tout ça. On n'avait pas ça avant. Moi, j'ai connu l'ancien. T'arrivais au World Strongest Man là, avant, là, il n'y avait pas ça, une place pour te warm-upper. Amène-toi un élastique, par arrange-toi. Si Rogue, c'est ton sponsor, ouais. Si tu fais un podium, tu es plus payé par Rogue. Oui, tu vas avoir des bourses qui vont venir des commanditaires. Puis ceux qui payent le plus au bonus, c'est SBD. Puis SBD, c'est une compagnie anglaise. SBD, c'est des équipements, tu sais, des sleeves de genoux, des ceintures, des choses comme ça. Ils font des équipements beaucoup de powerlifting, hommes forts. Puis SBD, c'est une compagnie anglaise, fait qu'ils payent en livres sterling. C'est très bon. Allô? OK, ça le fait. C'est très, très bon, mais ce que je disais au début avec les autres pays, c'est que 10 000 US en Ukraine, c'est 3 ans de salaire. Ah, tu vis bien, là. Tu comprends? Avec Novikov, cette année, en gagnant World Strongest Man, je te dis, c'est comme s'il serait millionnaire. Mais pour un gars qui vit en Angleterre, c'est une demi-année, on s'entend. Ça dépend du coût de la vie, mais les gars en Europe de l'Est sont dans une situation très différente parce qu'on s'entend. Tu sais, je connais des gars qui avaient un métier avant. Mettons, policier en Pologne, là, c'est 500 € par mois. Fait que si le gars fait 2-3 000 en faisant une compétition d'homme fort, on s'entend qu'il est bon pour un bout. Ah oui. Sauf que si tu remets ça ici au Canada, oh boy, il faut avoir du ménage, là, parce que tu n'auras pas beaucoup. La situation est différente pour ces athlètes-là, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes forts professionnels qui vivent en Europe de l'Est qui sont en mesure de faire ça à temps plein. Puis tu as des gars en Amérique, un gars comme Jerry Pritchett, qui est soudeur à temps plein. Tu comprends? Puis qui fait partie du top 10 mondial. Mais un de tes employés, il me semble qu'il fait des compils aussi, là. Oui, Jimmy Pocket. Ouais, voilà. Jimmy, ça, c'est un gars qui fait de l'international, mais qu'il se doit de débourser pour se déplacer, comme j'ai fait dans mes débuts. Fait que pour lui, les hommes forts, OK, il va faire de l'argent ici au Canada avec le circuit homme fort, les démonstrations que je fais. Tu sais, Jimmy, c'est mon partner, là, il est tout le temps avec moi. Là. Il vient dans les démonstrations. Fait que ça apporte des revenus supplémentaires. Mais Jimmy a une job à temps plein, il travaille sur la construction. C'est différent. Hey man, moi, j'ai fait, cet automne, j'ai fait de la toiture parce que les gyms étaient fermés. Je me suis dit, m'aller travailler quelque part, sinon on m'a devenu fou bien raide. Fait que j'ai des amis à moi qui ont combien de toiture. On va faire la toiture. Man, je me suis jamais autant peu entraîné de ma vie. J'étais tout brisé tout le temps. Que quand j'avais au gym, j'étais brûlé, nerveusement, j'avais fuck all, aucune énergie. Puis physiquement, man, je vais me faire une déchireuse du biceps, j'ai les bras morts, c'était l'enfer. Ouais, c'est sûr que c'est pas super pour faire du squat après. Hein, mais non, t'es pas là pantoute. Mais ça se fait parce que, Chris, on l'a tout fait. Moi, avant, je travaillais à la meunerie, je travaillais sur la ferme, je m'entraînais. Fait que ça se fait par du monde, mais c'est pas la situation idéale. T'sais, moi, dans ma tête, moi, je travaille pas. Là. Je fais juste ça, m'entraîner. Fait que c'est facile en tabarouette. Là. Moi, je le sais, c'est quoi travailler sur la ferme. Là, ça va pas avec l'entraînement, je peux te le garantir. Ou du moins, ça ne va pas que tes top performances non plus. Tu peux pas récupérer jamais. Tu es tout le temps en train de déchirer tes muscles. Niveau heure, semaine, niveau entraînement, à quoi ça ressemble? Autant au niveau de ta mobilité, stretching, combien d'heures tu mets par semaine à t'entraîner? Moi, je compte 30 heures, grosso modo, plus les traitements. C'est vraiment à temps plein. Moi, je vais faire tout le temps un 6 trainings semaine, 5 dans le minimum, dépendamment des compétitions qui s'en viennent. Mais ça prend beaucoup le temps, là, le stretching, la mobilité, plus les entraînements. C'est au moins 30 heures de consacrer à ça. Puis le reste de ton temps, faut que tu te fasses à manger. C'est ça. Il faut que tu manges aussi, là, parce que c'est justement 8000 calories. Il faut que tu aies une coupe de repas dans la tank. C'est ça. T'as-tu un coach ou tu t'auto-coaches? Non, moi, j'ai tout le temps pas mal fait ça tout seul. Moi, j'ai commencé dans le début, c'est Yannick Normandin qui m'a appris à m'entraîner. C'est un genre de mentor?
Ouais, Yannick, il était sur la Coupe du Québec des hommes forts quand j'ai commencé. Ma première compétition, il était là. Fait que j'ai appris par lui. Il m'a poussé à l'entraînement comme personne ne m'a jamais poussé. J'ai fait des affaires, ça n'avait pas de sens. Et lui, il le faisait pas s'il me regardait faire. Wow. Mais il voyait que j'étais capable d'encaisser, fait qu'il m'en a donné. Puis tu sais, il a vu la différence. Tu sais, quand j'ai commencé à la Coupe du Québec 2 ans plus tard, en 2006, je battais déjà ses performances à Yannick. Et lui, il a vu le potentiel. Il a vu le potentiel que j'avais en moi. Il m'a poussé à 100% tout le temps. Puis moi, j'aimais ça en plus. Fait que j'aimais ça me donner là-dedans. Mais c'est les résultats que ça a donné. Mais on a appris sur le tas, tu sais, les hommes forts dans les années 2000. Puis maintenant, on n'a pas les mêmes connaissances. C'est savoir tout ce que je sais aujourd'hui quand on a commencé. Les techniques, ça, c'était pas à point comme ça. Puis on s'est rendu compte aussi que les gars faisaient beaucoup trop de gym. On s'entraînait beaucoup trop dans le gym, on pratiquait pas assez les épreuves. Directement, c'est ça, les épreuves. C'est ça, mais on a appris sur le tas. Moi, j'ai commencé à faire de l'international à partir de 2008. Là, tu apprends des autres athlètes, des autres pays. C'est quoi qu'ils font? C'est quoi vous mangez? De quelle façon tu fais ça? Mais on s'est rendu compte qu'en pratiquant beaucoup plus les épreuves, on est pas mal meilleur. Puis tu apprends aussi qu'il y a des affaires dans le gym qui servent absolument à rien, qu'on faisait beaucoup avant. Qu'est-ce qui est inutile qu'aujourd'hui tu fais plus, tu fais ça? Fuck it. Du bench press. Ah ouais? Ouais, le bench press, il n'y a pratiquement pas d'homme fort qui en fait. Moi, j'en fais encore. Ouais. Parce que je pense qu'il faut être fort sur tous les angles de poussée, mais c'est pas mis en priorité. Premièrement, ça va beaucoup limiter ta mobilité au niveau des épaules, puis c'est tout d'élever d'overhead qui est demandé d'être fait. Mais je te dirais qu'en général, je pense que le bench press, c'est le moins bon test de force qui existe à la Terre. Okay. Ça veut juste dire que le gars est fort au bench. C'est juste ça que ça veut dire. Ouais, ça dépend quel est ton but. Si tu veux être un homme fort, évidemment, je ne pense pas qu'être couché sur le dos en poussant et non en poussant justement overhead. Non, c'est ça. Puis dans le passé, on en faisait beaucoup. Puis parce qu'on faisait du powerlift aussi. J'ai tout le temps fait beaucoup de bench press. Mais pour les hommes forts, c'est complètement inutile, là, je te dirais. Là. La plupart des hommes forts en font pas, vont juste faire de l'overhead. Tu as quand même un risque de blessure qui est assez élevé également parce que le bench press n'est pas un mouvement naturel, si on veut. Ouais. Puis le risque de blessure au pec est quand même élevé. Je connais tellement de gars qui se sont déchirés le pec à faire du bench, puis ils ont manqué une saison à cause de ça, absolument pour rien. C'est niaiseux. Puis j'ai beaucoup de gars et tout qui arrivent vers le sport, qui pensent qu'ils vont être bons dans les hommes forts parce qu'ils font pesant au banc et ils pognent un esti de 2 minutes, je peux te dire. On s'entend que le muscle est beaucoup sollicité dans les hommes forts, c'est beaucoup la chaîne postérieure. Ouais. C'est la peinture, les jambes, ça demande. T'en as besoin à toutes les épreuves. Là. Il y a peut-être juste à la prise d'Hercule que t'en as pas besoin. Là. C'est quoi la prise d'Hercule? C'est la retenue avec les mains. Ça fait juste tester la force des mains, finalement. Mais toutes les épreuves demandent une assistance des jambes. Fait que si le gars veut être bon dans les hommes forts à la base, t'es pas mal mieux d'avoir un gars athlétique qui est peut-être un petit peu moins fort, qui va être plus habile avec les appareils qu'un gros bencher de gym qui pense qu'il va être bon. Ça, d'habitude, ils font pas long. T'as-tu, parlant d'exercice, as-tu une épreuve qui est comme ta bête noire? Pas vraiment. C'est un peu ma force dans les hommes forts, c'est d'être égal partout, d'avoir le moins de faiblesse. Je te dirais que c'est pour ça que je finis tout le temps dans le haut du classement. Ouais. C'est parce que si tu as des trous, moi, ce que j'appelle un trou, c'est peut-être faire un 0 dans une compétition. Si tu as ça, un moment donné, les épreuves ne sont pas à ton avantage au final dans le pit. Mais moi, j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai tout le temps. Moi, c'était mon overhead qui était le moins fort. J'ai travaillé très, très, très fort là-dessus pour en venir qu'à un niveau convenable pour ne pas perdre de points en compétition. Et le truc, c'est ça. C'est pas juste d'être le plus fort, c'est de ne pas avoir de faiblesse. C'est bien ça. Puis si disons que tu s'en vas deadlifter le 1300 livres, qu'est-ce qui se passe dans la tête de JF? Là? À quoi tu penses 2 secondes avant de devoir lever de faire le soulevé de terre? Qu'est-ce qui se passe? Pense à rien. Tu t'attaches et tu tires. That's it. C'est du tir. Parce que ce qu'il faut faire attention beaucoup dans les hommes forts, premièrement, il y a le point technique. Il faut que ta technique soit parfaite. Moi, je compare ça beaucoup au golf. Quand ta technique est acquise, c'est automatique. Tu n'as pas besoin d'y penser. Deuxième chose, si tu fais de l'overthinking, tu penses trop, terminé. Très, 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 très mauvais. Ça veut dire que tu t'es mal préparé et tu n'es pas prêt. Tu n'as pas confiance en toi. Fait que c'est pas de thinking. Moi, quand ça siffle, c'est bonne valeur, mais j'ai rien d'autre dans la tête. Il faut que tu aies lever la barre, tu t'attaches, tu tires dessus, tu la lèves. C'est le même. C'est très, très basique. Là. Si tu commences,
Je vais être plate, là, mais on parle beaucoup de psychologie sportive. Ouais. Mais dans les hommes forts, il n'y a pas grand psychologie. Là. Si tu lèves ou tu lèves pas. As-tu connu des hommes forts, justement, que le mindset n'était pas assez présent, pas assez fort? Beaucoup, mais en même temps, je pense que ça fait partie de la qualité d'un bon athlète, d'un bon compétiteur. Ouais. C'est sûr, il faut que tu sois fort mentalement. Puis c'est un sport qui est très, très individuel. Hein. Si tu veux lever plus que l'autre, là, c'est à toi de faire la job pour arriver au résultat. Tu peux pas en vouloir à l'autre. Non, c'est clair. Pourquoi tu ne verras pas de chicane non plus vraiment dans les hommes forts? Tu vas voir plus des gars qui encouragent d'autres gars. Cette année, au World Congressman, il n'y avait pas de foule. C'était les athlètes qui nous encourageaient quand on y allait, mais qu'est-ce qu'on compétitionne contre nous autres? Tu comprends? Mais on est des chums aussi. Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vraiment, c'est quand ça siffle, tu donnes ton 100%. Puis ça s'apprend en faisant beaucoup de compétition. Ouais. Puis c'est le meilleur conseil que je peux donner aux gens qui compétitionnent dans la force, en powerlifting, en haltéro, peu importe le sport. Tous les sports d'entraînement. Tu veux venir bon, fais des compétitions. C'est le meilleur entraînement qui existe. Tu parles d'entraide puis que les autres concurrents viennent encourager. Puis j'ai regardé la finale du World Strongest Man sur YouTube. Puis à l'épreuve du Atlas Stone, c'est fou parce que pour que les gens comprennent, là, vous êtes 2 compétiteurs en même temps. Vous avez 4 boules à soulever de pierre sur des podiums. Puis vous êtes 2 contre. Là. Puis à la fin, quand un finissait avant l'autre, la première chose que le gars finissait, il finissait sa boule, il se tournait vers l'autre compétiteur, il allait le voir, fist bump, come on. Puis là, j'étais comme, man, j'ai eu des frissons. Je fais, Chris, c'est tellement hot que même si on compte les 2, ça vient quand même se pousser. Est-ce que ce genre de camaraderie-là est vraiment présente tout le long des événements? Toujours. Puis c'est une des raisons, je pense, pourquoi que je compétitionne encore après 17 ans. Ouais. C'est cette atmosphère-là de compétition. Moi, j'adore ça, puis ça te permet de te pousser encore plus. Moi, je me rappelle, justement, tu as vu les pierres d'Atlas. J'étais contre Tom Stoltman. Là, je me suis complètement fait lessiver. Mais Tom a fait le meilleur temps de tous les temps, finalement, avec ce set de roches-là qu'on a depuis 2015. Et il a fait ça en 19 secondes. Ça a juste pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis si tu remets les temps, parce que c'est exactement les mêmes roches que l'année passée, là, mon temps de 34 secondes était le 3e meilleur temps de l'an passé. Tom, justement, avait fait 35 en 2019. Puis là, il a fait ça 19 secondes. C'est juste incroyable. Moi, j'en ai entendu finir en arrière de moi quand j'ai mis ma 4e roche. Ouais, ça n'a pas de bon sens, il a déjà fini. Mais tu sais, le gars, c'est le meilleur au monde aux pierres d'Atlas. Ils n'ont jamais vu un athlète comme ça. Aux roches, c'est lui qui a le record du monde. Il a fait une pierre de 630 livres. Cette année au record breaker du Ultimate Strongman. Puis c'est tout un athlète à 6 pieds 9, 400 livres. Lui, je prédis qu'il va gagner le World dans les prochaines années. C'est un athlète qui a une génétique puis qui a un talent hors du commun. Tu vas le gagner avant, là? J'espère. Toi, tu vas le gagner, puis lui, après, il gagnera. Quand tu seras plus là, lui, il gagnera. J'espère, c'est le but, mais tu sais, Tom a seulement 25 ans. Il a une très grande carrière qui l'attend, puis les gens ne le savent pas. Mais Tom Stoltman est autiste. C'est pour ça qu'on ne le voit pas beaucoup en entrevue. Il s'en vient plus habile pour parler, puis tout ça. Mais je dois dire, le connaissant depuis plusieurs années déjà, je pense que ça va très, très bien avec le sport qu'il pratique. C'est des gens qui sont vraiment focusés sur une affaire. Lui, il n'y a rien d'autre dans la vie que de s'entraîner, de manger puis de dormir. Là. Il fait rien d'autre. C'est le gars le plus discipliné sur la terre. Puis c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin de ça parce que c'est du travail de longue haleine, je le dis souvent. Les hommes forts, c'est pas un sprint, c'est un marathon, puis un long marathon. C'est du travail d'année après année après année. Puis il faut jamais tu lâches. C'est comme ça que tu vas venir meilleur. Mais un gars qui a un minding comme Tom, justement, je trouve ça intéressant de voir ça. Puis le voir performer, ça n'a juste pas de bon sens. Là. Comment il s'améliore. Il y a une grosse génétique. Il y a la même génétique qu'Aftar, finalement. C'est un grand gars. Gros gabarit. C'est dur d'arriver avec des jeunes de même là, qui ont le feu au cul, on dirait. Mais ils ont faim aussi, tout ça. Ils ont envie, là, ils sont au début de leur carrière, ils ont goût de tout arracher. Là. Mais moi, mettons, en tant que personne qui s'entraîne, je m'inspire de gens comme toi, comme de top athlètes.
Parce que vous êtes quand même très loin de ce que je suis. Fait que pour moi, ça me motive, ça me drive d'avoir quelqu'un qui réussit des trucs incroyables. Mais pour un gars comme toi, qui est quasiment, c'est troisième plus fort au monde, là, tu t'inspires de qui rendu là? Ben, je m'inspire justement de ces gars-là qui te battent aux épreuves. Mais on échange beaucoup aussi sur l'entraînement. Puis ce qui est le fun maintenant aussi, les gars, ils ont beaucoup des grosses chaînes YouTube. Ils mettent beaucoup de training là-dessus. Moi, je regarde beaucoup ce qui se fait. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Hein. C'est beau innover, là, mais à un moment donné, ça vient redondant. J'essaie de d'autres choses, mais je me motive à ça. Puis, c'est de perfectionner la technique puis d'avoir ton maximum de force. Mais on dirait que c'est de plus en plus dur. Puis c'est parce que si tu restes au même niveau, on s'entend que tu n'es pas là. Non, parce que ça augmente le niveau. Ça augmente beaucoup. Puis on le voit parce qu'au World Strongest Man, on utilise souvent les mêmes équipements d'année en année. Okay. Puis on voit les performances que les gars font. Le temps diminue, genre. Justement, regarde, on peut comparer au Pierre d'Atlas. C'est les mêmes. C'est pas compliqué. C'est le même podium, c'est la même roche. Tu penses qu'il y a juste comme tout donné pendant ces mois d'entraînement pour tout briser à cette épreuve-là directement, tu penses? Il a pratiqué toutes les épreuves, mais physionomiquement, il est gifté pour une épreuve comme ça. Tu me dis? Ouais, c'est un gars qui a des très longs segments, très forts. Il a augmenté ses forces de base, mais au Pierre d'Atlas, c'est juste... j'ai jamais vu ça, un gars bon de même. T'sais, on avait vu Haftar faire des excellents temps dans le passé. Brian Shaw, qui a toujours été une machine au Pierre d'Atlas, mais là, ils sont déclassés complètement par ce gars-là qui arrive. Puis on s'entend que c'est pas les Pierre d'Atlas de 2004, là. Ah, c'est ça. La dernière, dans ce temps-là, c'est la première aujourd'hui. Parce que les poids, pour que les gens comprennent, les poids, des fois, augmentent pareil à travers les années. Oui, c'est toujours comme là, la dernière pierre, t'as 465 livres au World Strongest Man. Dis-toi que le gars, il a embarqué 5 roches en 19 secondes, fait que c'est pas un stress. C'est 5 roches, j'ai dit 4 tantôt. Oui, non, il y en avait 5, celle-là. Il y a des compétitions, des fois, il y en a plus. Comme tu vois, au Bahreïn, c'est une roche de 10 pierres, de 300 à 500 livres, la dernière. Puis Tom, l'année passée, tu vois, il a rentré ça en 40 quelque chose. Moi, je l'ai fini, mais 1 minute, à peu près. En 1 minute, mais lui, il l'a fait en 40 secondes. C'est le gars, si tu es capable de faire la 500 au bout des 10, là, c'est parce que c'est pas dur. Ça augmente en plus. C'est ça qui est fucked up. Ouais, c'est ça. C'est pas que ça diminue, c'est pas comme check. On va clearer la première 500, donne. Le reste va être facile. Non, la première est dure, t'inquiète, mon chum. À la fin, c'est encore plus dur. Ouais, c'est ça. C'est de là de gager son énergie. Ouais, c'est ça. Mais, imaginez comment il faut que tu te pousses à l'entraînement pour être capable d'en arriver à faire des performances de même en compétition. Il faut que ça vienne d'un automatisme. Fait qu'il faut que tu répètes ça des centaines de fois. Mais toi, justement, tu es quelqu'un qui se donne à 140%. Je t'ai vu en plein d'entrevues, puis tu le répètes souvent, moi, je me donne, je suis un des athlètes qui s'entraîne le plus fort, puis en toute humilité. Là. Justement, quand il faut que tu gages ton énergie comme ça, puis que tu ne donnes pas toute de la première pierre, comment tu travailles avec toi-même pour ne pas trop te pousser dès le début? Ben, il y a une chose, c'est beaucoup l'expérience. On est habitué d'en faire puis d'enlever des pierres. Exemple, on parle de cette épreuve-là, ça pourrait être n'importe quelle autre. Mais je pense que beaucoup la préparation physique, l'expérience 2. Ça va beaucoup t'aider dans des choses comme ça, mais tu apprends vite que pour faire partie du top 10, du top 5, du top 3 mondial, c'est pas le temps de te garder du gaz. Ouais, non, c'est clair. Tu comprends? Quand ça siffle, là, c'est dans le fond. C'est dans le fond. Tu sais, parce que des fois, on s'entend, là, je compétitionne beaucoup au Canada, ici, circumfort, tu sais, le monde, ils le savent, j'ai pas le pied dans la tank. C'est 80%, c'est assez. Mais là, quand tu arrives à ce level-là, c'est pas la même game. Là. Non, c'est ça. C'est pour ça que tu peux faire beaucoup de compés quand tu n'es pas au fond. Comme on va prendre Zydrunas Savickas. Zydrunas Savickas, dans ses bonnes années, compétitionnait à peu près à 80-85% de sa puissance maximale. Gagnait toutes les compétitions pratiquement. Mais il a fait au-dessus de 300 compés dans sa carrière, mais tu te maganes pas quand tu es à 80%. Ben non, c'est ça, t'es pas dans le plancher. Là. Quand il arrivait au World, par exemple, puis il y avait Brian Shaw au cul, là, puis ça se battait au 0.5, là, il était à 100%. Fait que c'est là aussi que tu peux, les blessures vont arriver, puis tu vas sortir de la compé, là, tu vas être pas mal plus amoché que l'autre, dans le fond, il faisait une Champions League, on va s'entendre, ça s'appelle un training. C'est de là à gager, mais je pense que ça va être dur pour les futurs athlètes, les nouveaux, d'avoir des longues carrières comme j'ai pu avoir, comme Zydrunas a eu également, parce que maintenant, c'est beaucoup plus pesant. C'est beaucoup plus compétitif. Fait que les gars sont à côté dans la pine, puis on le voit. Même les favoris, comme un gars comme Mateusz Kielkowski, est rendu déjà à 6
opérations. Ah, c'est les gars se blessent. Il 3 fois, des blessures sérieuses. Je pense pas qu'il va avoir une carrière de 15 ans. Ce gars-là, malheureusement, ils sont extrêmement forts, ils sont pas tellement vieux, mais on voit que ça lâche. Mais il y a une affaire aussi, les tendons, ça prend des années à se renforcer. Ah ouais. Ils sont peut-être venus fort un petit peu trop vite, mais ils sont exposés à des charges qui n'ont pas de bon sens. Là. Moi, je retourne 10 ans en arrière. Tu aurais mis ces charges-là, les gars auraient fait, voyons, vous êtes des malades mentales, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est rendu là. C'est rendu là, puis tout le monde est capable de le faire. Fait que ça ne baissera pas. C'est un problème, tu penses? Est-ce que les ligues devraient peut-être se calmer, justement, pour pas que les athlètes se brisent en 5 ans? Ou? Non, parce que là, ça va être trop léger. Tu comprends? Tout le monde va faire plus léger, mais plus de temps ou plus d'épreuves. Admettons que là, au lieu de faire 5 pierres, t'en fais 8. En même temps, l'impact est aussi tough parce qu'à la fin, t'es brûlé. C'est ça. Je vais te dire une affaire. Le même gars va gagner pareil, sûrement. Il n'y aura pas grande différence. Mais c'est quoi que les gens veulent? On s'entend que c'est un sport de spectacle, beaucoup, les hommes forts. Ah ouais. C'est quoi que les gens veulent voir? Ils veulent voir de quoi qui n'a jamais été fait. Ils veulent voir de quoi d'extraordinaire. C'est ça qui amène les foules également. Tu sais, au Québec, on est chanceux, on a des très grosses foules. Les gens sont intéressés par les hommes forts. Mais pourquoi que les gens, c'est ça qu'ils viennent voir? Ils viennent voir les compétitions professionnelles d'hommes forts. Ils veulent voir de quoi qu'ils ne sont pas capables de faire. Ils veulent que tu tires un camion. Ils veulent que tu tires justement une Volkswagen 13 fois. C'est ça. Et là, la différence entre ce que j'appelle les hommes forts et les athlètes de force. C'est deux affaires. Parce qu'au niveau amateur... J'ai écrit homme fort là, dans mon petit truc. Je vais essayer de le changer pour athlète de force, promis. Moi, je suis un homme fort. OK. Et si on prend le niveau amateur, avec des catégories de poids, ça, c'est des athlètes de force. OK, je comprends. Tu comprends? Ça, c'est pas un homme fort pour moi, dans ma tête. Tu sais, le monde, ils se déplaceront. Tu sais, OK, il y a des gars de 200 livres qui sont super forts, mais c'est pas ça que le monde veut le voir. Ah, c'est clair. Ils veulent pas voir le plus fort des petits, ils veulent voir le plus fort, point. Ouais. Et là, la différence entre un homme fort... Ils veulent voir Jeff, c'est toi que le monde veut voir, Chris. À mon opinion, les gens veulent voir ça. C'est la différence avec les hommes forts. Je dénigre pas les athlètes de force. Ça rend le sport accessible et les gens peuvent compétitionner dans les épreuves de force. C'est super, parce que ça n'existait pas avant. Avant, c'était tout le monde ensemble, point. J'adore ça, mais c'est pas le même intérêt, on s'entend. Ah, c'est clair. Tu comprends? Les gens veulent voir de quoi qui n'a pas de sens. C'est le gars, ils veulent voir tirer une vanne, ils veulent voir de quoi de fort. T'sais, ils veulent pas voir un petit gars lever une charge, qu'il y a un gars dans les estrades qui descend puis qui va le lever. Non, je comprends. Moi, quand je fais une démo, là, inquiète pas, il n'y a personne qui vient lever mes affaires. J'amène du monde, puis c'est ça le but. Puis la démo est vendue dans ce sens. Il n'y a personne qui va l'élever, les affaires. C'est moi, quand je fais mon dumbbell en démo, je le mets à peu près à 230 livres. Inquiète pas, il n'y a pas un gars dans les estrades qui va le faire. C'est sûr, on va lever un char, on va monter à 1200-1300 livres, c'est manchons, moi puis Jimmy. Ça n'arrivera jamais. Des fois, j'attache 3 puis 4 gars là-dessus, ils sont pas capables de le lever. C'est ça que le monde veut le voir. On veut voir la comparaison. Ils veulent voir de quoi d'extraordinaire un peu. Et là, la différence. C'est lourd, là. Parce qu'il y en a plein. Oui, excuse, il y en a plein de compétitions avec des athlètes de force, mais c'est pour ça que tu ne les verras pas souvent à la télévision, tout ça, parce que la demande n'est pas là. Le monde, il va l'écouter le War Song Guessman, c'est ça qu'ils veulent voir. Ah, je comprends tellement. À part les fans, justement, de powerlifting, peu importe, qui vont regarder, mais sinon, c'est sûr que pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas, du moins, qui n'a pas la vision de à quel point ça peut être dur de faire un bench, un overhead, un jerk, peu importe, d'avoir quelqu'un flipper un tailleur de 1300 livres, forcément, ça donne plus le goût de l'écouter. T'sais. Même si chacun a quand même leur difficulté. Ouais, peu importe. Mais tu sais, aussi, c'est souvent des j'aime plus ou moins ça parce que j'adore tous les sports de force, surtout le powerlifting. Ouais. Mais tu peux pas comparer... moi, j'ai fait beaucoup de powerlift dans ma carrière. J'ai fait au-dessus de 50 compétitions de powerlifting. J'ai beaucoup de records. Puis c'est moi qui ai le all-time record au total au Canada également depuis 2010. Ça fait quand même longtemps. Je n'ai pas refait. Je pourrais remonter ça si je voudrais, mais c'est pas dans mes plans. Mais c'est parce que la différence, un powerlifter et un homme fort, c'est deux choses. C'est parce que la différence, c'est que l'homme fort peut faire du powerlift, mais le powerlifter ne peut pas nécessairement faire des hommes forts. Tu comprends? Ça demande d'autres habilités, mais t'es pas mal. Tu vas prendre n'importe quel homme fort, il va performer en powerlifting, t'es sûr. Ah, c'est clair. C'est sûr, tout le monde a un gros squat, tout le monde a un gros deadlift, mais le powerlifter, pas sûr qu'il va être super mobile au yoke, à la marche fermée. C'est des choses qui vont être plus difficiles, mais je te dirais que la plupart des hommes forts viennent
du powerlifting. Mais le point qui est important, c'est que quand tu arrives dans les hommes forts, il n'y a plus de catégorie de poids. Là. C'est fini. Puis quand tu es troisième au monde ou premier au monde, ou peu importe, dans les hommes forts, c'est pas dans ta catégorie. Là. C'est troisième au monde, point. Wow. Tu comprends? C'est pas champion chez les 165 livres. Là. Il y en a une catégorie d'hommes forts, puis c'est tout le monde ensemble. Tu me parles de carrière, de durée, etc. Là, en ce moment, évidemment, qu'être premier au World Champion, au World Strongest Man, mon anglais est un... d'être premier là, c'est un de tes rêves. Y a-tu d'autres? En fait, c'est pas un rêve, hein? Ça va être une future réalité, on se le dit. Oui, j'espère. C'est un objectif. Au moins, je voulais un podium parce que c'est quelque chose qui n'a pas été fait beaucoup par des Canadiens dans le passé. Ouais, il y avait Dominique Filiou qui l'avait fait en 2005, puis Tom Magee en 82, qui avait eu un podium au World Champion, c'est tout. Fait que moi, j'en voulais un trophée du World Strongest Man chez nous. Tu vas en avoir un autre, j'ai aucun doute là-dessus. C'était très important. Mais le podium, c'est toujours mon objectif. Puis j'aimerais ça également faire un podium au Arnold Classic. J'ai fini 4e encore l'année passée. C'est la pire place qui existe sur Terre. Juste à côté du podium, ça fait tout le temps chier. Mais c'est mon objectif pour cette année. Ben 4 ou 2. Je pense que c'est 2. Ah, c'est les 2 pires places. C'est les 2 pires places. Mais as-tu d'autres ambitions, d'autres rêves? Au niveau des hommes forts, j'aimerais bien avoir l'occasion d'essayer le soulevé de terre de 502 kilos, battre le record du monde de Hafthor Bjornsson. Mais je vais être franc avec vous, je vais attendre que l'opportunité se présente en compétition. Faire un lever de gym, juste à me préparer pour ça, c'est pas de quoi qui m'intéresse. On est payé pour les résultats d'une compétition complète. Fait que moi, je m'entraîne pour gagner les compétitions. C'est ce qui est le plus important pour moi. Ça, j'aimerais ça pour le futur. J'ai atteint avec l'achat classique ma 100e compétition internationale. Wow. Mais je te dirais, pour le futur, tout ce que j'espère, c'est juste de pouvoir continuer encore quelques années à faire des compétitions. Puis je te dirais, peu importe le résultat, j'ai tellement de plaisir à faire ça que juste si je peux garder la santé, puis continuer à faire des compétitions avec les autres athlètes à travers le monde, juste ça serait merveilleux. Je te le souhaite, Jeff. À la fin de chaque podcast, on a un segment de 5 questions. Okay. Qu'on pose, qui sont similaires, pas similaires, sont identiques en fait à tous les invités, parce que ça m'intéresse de savoir ces questions-là sur tous mes invités. C'est tous des gens qui m'inspirent beaucoup, comme tu m'inspires, puis j'espère que le podcast va inspirer plein de monde. C'est le temps des questions. Première question, je l'ai noté parce que des fois on oublie. Quand tu te sens anxieux, quand tu es stressé en une compé ou peu importe, qu'est-ce que tu fais pour te calmer? Et tabarouette. Hey, je suis le gars le moins stressé qui existe sur la Terre, je pense. Je suis pas quelqu'un... Jamais stressé avant une compé. Jamais. Je te le dis, moi, au World Strongest Man, je dors comme un bébé avant la compétition. Moi, tu me vois en arrière dans la tente, je baille. Je m'endors. Moi, j'allume quand que le sifflet sonne. Mais je pense que c'est ça le truc, c'est pour pas être anxieux, c'est d'être relax. Comment tu fais pour être relax? Faut que tu sois prêt. Si tu es bien préparé, il n'y a pas de stress. Les seules fois que je me sentais stressé, c'est parce que je savais que j'avais mal entraîné une épreuve. Ah, OK, ouais, je comprends. Tout vient de la préparation physique. Ben là, on parle de mon sport. Tu peux être stressé dans plein d'autres sphères de la vie. Oui, évidemment. Mais si on parle du sport, je pense que la préparation, c'est ce qui te met en confiance. C'est ta confiance, tout va bien. T'as-tu une routine pré-compé? Y a-tu des trucs que tu fais comme à l'hôtel ou un truc là, que t'es... Oh, pas pantoute. La superstition, ben non, moi, je suis très, très, très relax, là. Je mange, puis je dis des niaiseries. On rit. Okay. Les gars, je te dirais, c'est pas mal relax, mais c'est souvent les nouveaux. Parce que ça, là, je te dis ça, mais ça fait 17 ans que je fais ça. Moi, je suis dans ma zone de confort. Ouais, c'est ça. Et des fois, il arrive des nouveaux, ils sont super stressés. Regarde, cette année, j'étais allé au World Strongest Man avec Maxime Boudreau, première apparition au World Strongest Man. Moi, là, la première épreuve, là, je le sais comment il se sent. Moi, je m'en rappelle en 2008, là, quand j'étais sur la ligne, première épreuve, loading race, contre Janne Virtanen puis Terry Hollands. J'étais pas gros dans mes shorts, là. Je devais être blanc là, comme une feuille de papier. Tu l'as dit? J'ai essayé d'y aider. Tu sais, prends ça relax, vas-y. Nanana. Mais ça vient en faisant des compétitions. Puis ça a tout le temps été mon truc. Mais tu apprends aussi au fil des années. Tu sais, des fois, tu es impressionné par certaines personnes, des superstars du sport ou peu importe. Et tu te rends compte très rapidement que c'est des humains, eux autres aussi.
Ah, clairement. Ben là, humain. Toi puis moi, on est deux humains, mais toi, tu as une catégorie d'humain, tu es à un autre niveau. Mais on est tous humains, tout en d'accord. Ouais. Deuxième question. Si tu avais un podcast comme le mien, dans le but d'inspirer les gens, qui t'inviterait? Il peut être mort, il peut être vivant, ça n'a pas d'importance. Ouais. Un gars que j'aurais aimé parler avec, qui est décédé, c'est André de Géant. Ah, ben oui. Moi, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup un fan de lutte, puis j'ai beaucoup aimé l'histoire de ce monsieur-là, puis j'aurais vraiment aimé lui poser des questions. Parce que je pense qu'il y a eu une vie qui n'était pas facile, André Géant. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert c'était une maladie qu'il avait. Il était atteint d'acromégalie, de gigantisme, finalement. Ah, je savais pas. Il y avait des douleurs partout. Tu sais, le monde il disait il prenait un coup, il buvait beaucoup. C'est parce qu'il avait mal. C'est beaucoup parce qu'il avait mal. Il buvait beaucoup. Pour le corps, là, fait que... Ouais. Puis c'est quand même, si on se ramène à cette époque-là, c'était peut-être la personne la plus connue de la planète. Ouais, c'est vrai. À ce moment-là. Mais c'était quelqu'un de très impressionnant. C'est un gabarit comme ça, de 7 pieds 4 pouces, 500 quelques livres. C'est quelqu'un que j'aurais aimé pouvoir connaître. Ouais, beaucoup. C'est clair, je comprends totalement. Cool. Ben écoute, troisième question. Si tu avais un film ou un livre, en fait, quel film ou quel livre que tu peux écouter ou lire sans cesse, sans te tanner? Le livre de Louis Cyr, je l'ai lu à maintes reprises. C'est un livre qui m'inspire beaucoup. C'est un livre également qui montre quelqu'un qui vient d'un milieu très, très modeste, qui est un Canadien français. C'est notre premier rôle, là. On va se le rappeler. Là. Les Canadiens français, malheureusement, n'ont pas été des très grands gagnants au niveau politique et autres dans l'histoire. Mais je pense que Louis Cyr est devenu le premier héros de la race canadienne française. Puis pour moi, c'est une fierté. Je suis très fier de ça. Puis c'est un livre que je peux relire sans arrêt. Puis au niveau des films, j'aime bien les films de Sylvester Stallone, Rocky, Rambo. Okay. Beaucoup un gars tout seul, tu sais, qui va vraiment il va se dépasser. C'est plus, OK, tu sais, on le sait que c'est poussé un peu, on dirait qu'il ne voit pas grand balle, mais juste le fait de voir un gars comme ça, qui a des capacités extraordinaires, puis qui se dépasse, puis qui va passer par-dessus la douleur, puis qui n'abandonnera jamais. Quelqu'un qui n'abandonne pas, ça m'impressionne. OK. Rambo Caron, c'est un peu toi en fait, quand tu y penses. C'est très similaire les deux. Si tu pouvais peindre ce qui signifie le bonheur pour toi sur une toile, qu'est-ce qu'on verrait sur la toile? Premièrement, il faudrait que je sois capable de peinturer parce que je te dis que les arts plastiques, c'est ce qui faisait baisser ma moyenne. T'as un don, là. T'es gifted de naissance. Mais sérieusement, c'est la nature, la campagne. Moi, une des plus belles choses que j'aimais, c'est juste voir la ferme chez nous, avec la forêt, les champs, les animaux. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les animaux. Pouvoir vivre dans un milieu comme ça, je demande rien de plus. Je suis pas quelqu'un qui recherche le luxe et le matériel beaucoup. Mais les animaux, là, puis d'avoir de l'espace puis de la liberté, j'aime beaucoup ça. T'as grandi sur une ferme, c'est le genre de truc que tu voudrais avoir plus tard ou non? Oui, je te dirais que présentement, j'ai signé un nouvel achat de maison cette semaine. Puis j'ai un petit terrain de 5 acres et demi. Puis on a déjà des chevaux. On va avoir les chevaux à la maison. Une petite écurie, puis peut-être d'autres animaux. Juste ça me remplit de bonheur. J'ai vraiment hâte. Là, je te dirais que ça m'empêche presque de dormir. Ça me rend stressé, anxieux, très heureux. Ouais, c'est du bon stress. T'as hâte que ça arrive. Là. Ouais, j'ai vraiment hâte. Je suis content. Ça faisait longtemps que moi et ma conjointe, on cherchait un endroit comme ça, puis on l'a trouvé, puis on est très contents. Content pour vous autres, tant mieux pour les chevaux aussi. Puis, dernière question, si tu avais 60 secondes pour parler à la terre entière, là, les radios, la télé, tout arrête, tout le monde écoute, Jeff Caron, qu'est-ce que tu transmets comme information? Mais ce que j'aimerais dire aux gens, c'est un peu ce que je fais dans ma conférence. Puis je trouve que c'est rendu presque un problème, mais je parle pas juste du Québec, de partout. Ouais. Je trouve que les gens veulent avoir des résultats, ils veulent tout avoir, mais ils ne veulent pas faire d'efforts. L'important dans la vie, je pense que le travail, c'est très, très important. Mais je ne parle pas juste de faire des heures à job. Là. Ouais. Travailler fort dans tous les specs de la vie, c'est important. T'sais, moi, quand je fais de quoi, je le fais à 100%, je le fais pas à moitié. Puis c'est comme ça que j'ai été élevé par mon grand-père puis mon père. J'ai des gens qui ont travaillé très, très fort toute leur vie. Je les ai vus travailler fort. Puis c'est de ça que je m'inspire, puis j'ai remis ça dans mon sport, moi, puis j'ai réussi. Fait que quand tu peux pas tout avoir dans la vie, puis
attendre. Ça tombera pas du ciel. Je pense que chacun est responsable de son bonheur. OK, il y a des gens qui sont moins chanceux, il y en a peut-être qui le sont plus. Mais avec le travail, je pense que tout devient possible. Tu es clairement un modèle à ce niveau-là. La façon que tu as agi à travers toutes les années, la façon que tu en parles, tes performances, tu es clairement quelqu'un qui se donne à 100%. Puis si les gens peuvent être inspirés de ça un petit peu, puis même si c'est à travers l'entraînement, je pense que j'ai des clients qui ont changé complètement leur vie depuis qu'ils s'entraînent à cause de la structure, à cause de l'entraînement, à cause de tous les sacrifices qu'ils font au gym. Puis ils savent qu'ils peuvent se dépasser à travers tous les autres spectres de leur vie, comme tu disais. C'est ça, en amitié, en amour, peu importe. Ouais. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais tu as tout à fait raison là-dessus. Mais des fois, j'entends beaucoup du monde se plaindre et tout ça. Regarde. Peut-être c'est parce que j'ai voyagé beaucoup, mais je peux vous dire là, qu'on est quand même très choyé d'habiter au Québec. J'ai fait le tour de la Terre et je n'ai pas encore dit je déménagerai ici, c'est pas arrivé encore. Non? Pas vraiment. Je vous dis, on est quand même des favorisés puis du monde gâté si on se compare aux autres. Faut arrêter de se comparer tout le temps, des fois, à ceux qui ont plus. Hein. Des fois, quand on se ramène, puis tu regardes la situation de certains pays, de certaines personnes où ils vivent, des fois, ça te ramène sur la terre un petit peu. Là. Non, c'est clair. Tu comprends? Fait qu'on est des gens choyés. Fait que quand il te reste 5 à travailler, un petit 40 heures par semaine, mon ami, là, puis juste de ne pas avoir à se casser la tête si tu vas manger demain, là, c'est déjà un bon bout. Mais on a la possibilité, par exemple, de réussir des choses incroyables parce qu'on a des plus grands moyens que les autres, mais ça prend des efforts. Ça prend des efforts, puis on dirait que c'est de plus en plus dur pour les gens de le faire. Mais si je peux motiver les gens à se donner un peu plus, puis c'est pas grave là, si t'es fatigué à la fin de ta journée, tu vas juste mieux dormir. C'est clair, c'est clair. Jeff, c'était très cool de parler avec toi. J'aurais fait ça encore pendant des heures. Ça m'a fait plaisir. Puis écoute, je te souhaite première place au World Strongest Man. Je suis sûr que tu vas l'avoir. Continue à travailler fort de même. Puis que les gyms ouvrent, que les gyms ouvrent, tabarnak. Ça sent bien, ça sent bien. Merci, Jeff. Un gros merci. Au revoir.